On y est, ça vient parler vélo, ça vient parler cyclisme. Le 432e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Ici, dans le Coup Tordu, il y a des interviews et des previews. Le Coup Tordu présent sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On se retrouve pour un 432e épisode du Coup Tordu consacré à la grande preview de Milan-San Remo 2026, l'une des previews les plus attendues de l'année. Et pour cette preview, le Coup Tordu est en mode Dream Team, en mode Reunited. Monsieur Enzo, alias Phoenix, dans le Coup Tordu. Comment tu vas, Enzo ? Bah écoute, ça va très bien. Toujours content de pouvoir bloquer du temps pour faire cette petite preview avec vous. Et je m'excuse par avance pour la qualité du son. C'est simple, hein. Pour régler la question, on devient riche, on quitte notre job respectif et puis on achète un studio, tu vois. Ouais, non mais voilà. Non mais après c'est vrai, non, simplement il y avait eu le dernier épisode où tu étais là, Enzo, c'est juste que sur les 10 premières minutes du podcast, j'avais un peu trop monté les niveaux. Voilà, j'avais mis le truc un peu taquet et ce qui fait que toi et Thibaut vous saturiez un peu. J'ai baissé un peu le niveau et par la suite ça allait beaucoup mieux. Mais voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est tout simplement. Alors après, il y en a peut-être qui commencent à écouter, tu vois, enchaîner des podcasts, à plus trop écouter la radio, et on oublie un petit peu ce que c'est que la radio de base. Mais le Coup Tordu, voilà, ça se fait un petit peu comme de la radio. Il est dans la place, il est en pleine forme. Mon Thibaut, alias la Type. Comment tu vas, Thibaut ? Oui, tout va bien. En même temps que l'enregistrement, je suis en train de rédiger, tu vois, cette petite preview qui sortira demain, je pense, comme Enzo. Et là, on sera un peu plus au fait de la météo qui commence quand même à se fixer, mais je pense qu'on va en parler assez rapidement. Eh bah oui. Alors donc voilà, pour ceux qui écoutent le podcast le vendredi matin, bah vous avez peut-être voilà déjà les previews de Thibaut et d'Enzo. Thibaut, on rappelle ton site Going Full Gas. Enzo, The Big Gear, également ton site. On retrouve un petit peu toutes les previews écrites. Et puis il y a quelque chose sur Vélo Futé également qui sont du Enzo, Thibaut, un de vous deux. Donc, je pense que c'est Titouan, non ? Titouan. Je lui ai fait la preview du parcours. Après, au niveau des favoris, je pense que c'est Titouan qui reprend la main. Oui, mais il l'a publié il y a longtemps. En général, il publie une semaine à l'avance, voire peut-être un peu plus, suivant certains événements où, les monuments, hormis les absents qui s'étiolent un peu au gré, des blessures diverses et encore, quoique il y en a qui viennent en dernière minute de retour de blessure. Oui. Honnêtement, tu sais que c'est les meilleurs coureurs du monde qui s'alignent et tu sais que globalement, tu sais les favoris qui vont se dégager de cette course. Alors on va commencer avec le parcours, Enzo. Je vais te laisser la main parce que Enzo, toi tu regardes tous les coins de rue, tous les moindres ronds-points, toutes les plaques d'égout qui bougent. Alors est-ce qu'il y a des modifications par rapport à l'année dernière ? Alors la principale modification, c'est qu'on a quasiment 10 km de plus cette année. Donc on va frôler les 300 km, il y en a 298. En dehors de ça, on est sur un parcours classique. Donc honnêtement, pas besoin de perdre de temps sur le parcours. Mais on va être très très proche des 300 bornes. Mais où est-ce qu'ils ont été les rajouter, là, les kilomètres en plus ? Au début, ils changent un petit peu, ils rallongent un peu le parcours sur le départ. Entre Pavia et le pied du Turquino, ils font quelques modifications, certainement des villes qui payent un peu plus cher pour avoir Milan-San Remo qui passe par chez eux. Mais après, de toute façon, toute la partie intéressante du pied du Turquino jusqu'à la Via Roma à San Remo, ça change rien. Ouais, là on bouge absolument pas d'un mètre. Alors hyper ultra méga important sur Milan-San Remo, même capital, décisif. La météo, Thibaut, toi sur tes radars, on est à J-1,5 avant la course. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que lundi dernier, on parlait d'un vent portant du côté de Gênes, direction San Remo. Bien nous en a fait d'en parler, puisque le vent a totalement changé de direction. D'accord. Ok. Donc on est sur un vent qui sera loin d'être le vent portant espéré et qui sera plus un nouveau caillou qui viendra se loger dans la chaussure de Tadej Pogačar, puisqu'il sera de face et d'environ, et là Enzo me corrigera ou non, mais la météo militaire et MyWinSox sont plutôt d'accord sur des valeurs d'à peu près 14 km/h.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu entre 12 et 14. En fait, ça va très peu évoluer sur les 3 dernières heures de course. À partir du moment où ils vont finir la descente du Turquino et qu'ils rejoignent la côte, il va rester 140 km, où grosso modo, ils vont vraiment longer la côte sur 140 km. Et là, tu auras toujours un vent de sud-ouest qui va souffler. Donc, face à 3/4 face, entre 12 et 14 km/h de moyenne. C'est intéressant ça. Mais alors, 12 à 14 km/h en rafale ou les. En moyenne. Non, en moyen. Ah moyen. ouais, d'accord. Donc, tu as des rafales qui vont être plus fortes. En moyen. Et encore, les rafales, moi, ce que j'ai en simulation, tu vois, sur My Windsock, c'est des rafales à 20. Ok. On commence à parler un petit peu. D'accord. On commence à parler un petit peu, mais les rafales, c'est pas le vent le plus régulier. C'est pas ce qui souffle tout le temps. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le vent moyen. Surtout, les rafales, tu regardes ça sur des zones exposées, et surtout quand tu vois à la télé, imaginons un vent annoncé de 20 km/h, des rafales à 50, et tu vois que ça souffle bien. Là, les rafales, elles t'intéressent, mais les rafales, c'est tellement aléatoire que vaut mieux se fixer sur le vent moyen. Et le vent moyen, c'est du 14 km/h. D'accord. Alors, on va commencer, on va aller sur l'échappée matinale, hein, le jour le plus long de Milan-San Remo. C'est important pour ceux qui jouent en fantasy, notamment sur Side Limit. Je le dis pour Balibalou dans les commentaires sur YouTube. Quand vous achetez des cartes sur Side Limit, l'argent que vous mettez dans l'achat d'une carte, une partie va aux équipes qui sont sous licence sur Side Limit. Balibalou, si tu as envie de penser l'inverse, pense l'inverse. On s'en fout, voilà, je le dis pour tous les autres, ceux qui ont un cerveau et qui comprennent, à savoir 99,95% des auditeurs du podcast, voilà, donc je le dis encore une fois, après on a le droit d'aimer le concept, on n'a pas le droit d'aimer le concept, mais la réalité c'est que quand vous achetez la carte d'un coureur, il y a une partie de cet argent qui va directement dans les poches de l'équipe. Je vous redonne notre parrainage pour intégrer Side Limit, un coup tordu 0 avec le chiffre 0, et on refera un tirage au sort pour en fin d'émission pour vous offrir une reward sur Side Limit. On va le faire beaucoup en ce moment, donc voilà. Et puis je le redis, pour ceux qui sont inactifs dans le jeu, Ligue 4 à Ligue 4, cumuler des bidons blancs, ça vous servira évidemment pour la suite. Ligue 4, tout est intégralement gratuit. Alors il y a un truc qui est important sur Side Limit, c'est de savoir qui va prendre l'échappée matinale, et désormais sur Side Limit on joue avec l'intégralité de la start list. Alors Enzo, on sait déjà, est-ce que tu penses que moi j'ai l'impression quand même qu'on regarde aussi un petit peu les petits points UCI qu'on peut aller choper autour de la 40e place. Je me demande s'il va y avoir autant de candidats que ça pour la prendre cette matinale, Enzo. Si, tu auras toujours les pro teams invités qui vont quand même envoyer quelqu'un. Ça existera toujours. Après, ça n'empêche pas que l'échappée matinale, imaginons qu'elle soit reprise. Alors l'année dernière, c'était pile en plein milieu de la Cipressa. Mais imaginons qu'ils aient un peu plus d'avance et qu'ils puissent basculer ou être pas trop loin du sommet de la Cipressa quand ils sont repris. Ils vont pas suivre Pogacar s'il attaque, mais derrière, tu auras peut-être un petit groupe d'une vingtaine. Mieux vaut, vu comment UAE fait péter la course l'année dernière, pour les petites écuries, mieux vaut essayer de mettre quelqu'un à l'avant en espérant pouvoir retomber sur le deuxième peloton après la Cipressa que de vouloir aborder la Cipressa dans le gros du paquet, je pense. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Enzo. Est-ce que même pour des équipes qui seraient pas des pro teams invités, voire des équipes un petit peu plus World Tour, on va dire, est-ce que ça serait justement pas intéressant d'essayer de basculer en tête en bas de la Cipressa pour être récupéré par Pogacar qui aurait tout fait péter comme l'année dernière, et pourquoi pas se faire tirer jusqu'au pied du Poggio pour espérer faire un petit classement. Ça peut être un move intéressant, ça. Ouais, après, il faut voir, la startlist complète n'est pas sortie, mais tu as forcément des équipes, même World Tour, qui n'auront absolument aucune chance de victoire au départ, que ce soit au sprint, en échappée ou avec un puncher ou un rouleur. Donc, pourquoi pas? De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre à mettre quelqu'un devant? Au pire, ça se fait rattraper au pied de la Cipressa, et puis au moins tu auras un peu existé pendant la course, parce qu'à partir de la Cipressa, faut pas se leurrer, ça va être les mêmes noms qui vont ressortir, donc les équipes qui sont pas équipées pour
c'est bye bye. Pourquoi pas? Après, si ça fait comme l'année dernière et que tout le monde est repris au pied de la Cipressa ou au tout début, bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais si jamais avec ce vent de face, les équipiers derrière, dans le peloton, sont un peu plus frileux, je pense notamment à UAE qui voudrait peut-être pas cramer 140 bornes de face et cramer toutes les cartouches, ça peut peut-être laisser un tout petit peu plus de temps aux échappés avant de les reprendre dans la Cipressa. Et là, auquel cas, quand t'es repris, tu restes un peu avec Pogačar parce c'est un autre monde, mais tu peux retomber, tu peux attendre que le deuxième groupe derrière, qui était quoi, d'une vingtaine de coureurs, tu retombes dessus, et là, tout de suite, au lieu de faire un top 50, si t'es resté dans le gros du paquet, tu vas peut-être taper un top 20, top 30. Les mecs feront pas top 10, hein. C'est pas Paris-Roubaix, je veux dire, les belles histoires comme ça sur Milan-San Remo, ça n'existe pas, mais pourquoi pas. Non, mais je suis d'accord. Si tu veux cocher un nom, tu coches Mirko Maestri et t'es tranquille, serein pour la journée. Oui, pour prendre la matinale, t'as des petits noms à donner, toi, Enzo? Ben ouais, j'attends Turconi. L'année dernière, c'est son échappé sur Milan-San Remo qui a lancé sa saison. Là, pour l'instant, c'est un peu timide, mais je pense que je pense qu'il y a à peu près un pic de forme sur la même période que l'année dernière, c'est-à-dire fin mars, début avril, et ça pendant 2-3 mois. Il avait été très fort jusqu'au Baby Giro. Donc honnêtement, si on le revoit demain à l'avant, je me demande si c'est pas lui d'ailleurs le dernier de l'échappée à être repris l'année dernière. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. De mémoire. Et ça lui avait bien débloqué les jambes pour le reste de la saison. Donc pourquoi pas? En plus, il grimpe bien, s'il est en forme, il peut espérer être pas trop loin, basculer pas trop loin dans la Cipressa, dans un deuxième ou un troisième groupe. Et selon la composition et la taille des groupes, ça peut. C'est le genre de mec, s'il va pas à l'avant, jamais il fait un top 20. C'est sûr et certain. Bon, néanmoins, ils auront du mal parce que moins l'échappée sera fournie, plus les efforts vont être conséquents. Et quand tu sais qu'à partir de Gênes, il te reste une centaine de kilomètres à faire, tu les as certes légers, mais vent de face, tu fatigues un peu plus quand même. Bien sûr. Après, l'année dernière, l'échappée, il y avait pas une bonne dizaine de coureurs quand même. 14. Ouais, ça, c'était quand même assez conséquent. Là, 14 coureurs, tu commences à pouvoir tourner un petit peu. C'est vrai que s'ils sont 5, le temps va être long. Et les gars, je pense qu'ils seront déjà épuisés avant même d'arriver à la Cipressa. Mais maintenant, si UAE en a rien à foutre et veut faire péter des Capi, voilà. Mais le vent de face peut faire que peut-être ils attendront avant de vraiment mettre en route. Parce que Pogačar aura besoin que vraiment ça allume à fond dans la Cipressa. Et si tu crames trop tes équipiers avant, parce que les trois Capi, c'est vent de face, hein, les trois. Il n'y a pas de secret. Donc même en y allant à fond, tant que tu crames un équipier par capot, ça t'en laisse pas beaucoup, parce que certainement t'en auras mis au moins un avant pour rouler, il t'en faudra encore un avant, il faudra placer ton leader. Donc non seulement le vent de face n'est pas top pour les attaquants, mais ça va forcer peut-être un peu UAE à revoir la manière dont ils voulaient aborder le pied de la Cipressa. Mais c'est vrai que c'est intelligent ce que tu dis, Enzo, parce que ça donne un véritable objectif pour une équipe de se dire, si je peux être en tête encore en bas de la Cipressa, je peux me laisser se tracter jusqu'au pied du Poggio sans prendre de relais. Et ça, c'est quand même, faudra encore tenir sur le plat évidemment, mais ça c'est quand même intéressant. Moi, je partirais sur le petit pouletto, la Martin Marcelluzzi, on sent que c'est un coureur qui aime bien la visibilité. L'éternel Manuele Tarozzi également, bien évidemment pour les Bardiani. Alors, je suis déçu qu'on n'ait pas Baptiste Weistrofer pour la Lotto Intermarché. Voilà, quand je suis parti sur un truc un peu second degré sur les réseaux sociaux avec un scénario un peu ubuesque qui verrait l'échappée matinale l'emporter. Bon, il y a une part de second degré évidemment sur les réseaux, tout le monde ne le comprend pas. Mais voilà, notre ami, dommage pour Babouf, Baptiste Weistrofer, j'aurais bien aimé le voir dans l'histoire. On va revenir alors donc sur le scénario de la course. Ce vent de face quand même, Thibaut. Alors c'est vrai que toi t'avais souligné quand même la composition des équipes des UAE. Est-ce qu'on va du côté des UAE compter entièrement sur Sullivan, alias Sylvain Dillier, pour on va dire contrôler cette échappée matinale? En tout cas, c'est un petit peu l'impression qu'on a quand on regarde la composition des UAE. Non, parce que d'Alpecin, ouais. Non, on comptera pas entièrement sur Alpecin. Alpecin va mettre un homme, les UAE vont mettre un homme, et puis ça va se relayer tranquillement.
Non, la question des Emiratis, c'est avec ce vent, comment ils vont s'adapter. Ils ont un plan prédéfini. Et je pense que vent de face, vent de dos, vent de côté, ça change rien pour eux. Ils s'y appliqueront. Tu penses qu'ils vont essayer de vraiment optimiser ce qu'ils ont fait l'année dernière? Je pense en fait que le plan il est très simple. C'est dès le Capo Berta, tu vises pour être bien placé, parce que l'année dernière, au pied du virage de la Cipressa, on avait Tim Wellens qui était placé, et Narvaez et Pogačar qui étaient beaucoup plus en retrait, au moins une vingtaine d'hommes derrière. Ils ont dû remonter, mais Tim Wellens a pris le manche un peu plus tôt que l'année précédente. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être placé en tête, et pourquoi pas avec l'espoir, on va dire, de faire reculer Mathieu Van Der Poel. On sait que Mathieu Van Der Poel sait bien se placer, mais Mathieu Van Der Poel, ça lui est arrivé aussi dans les grands événements, et même récemment, d'être mal placé. Il y a quelques années, son premier Milan-San Remo, tu le vois au pied du Poggio. Le pied du Poggio, tu sais que c'est un moment décisif, tu sais qu'il faut être placé. Il n'était pas placé, il était extrêmement mal placé. Il a dû remonter au fur et à mesure, et grand bien lui en a fait d'être dans la roue de Wout van Aert qui a comblé le trou. Donc Mathieu Van Der Poel, oui, est un coureur qui se place bien, mais il arrive qu'il y ait des avances. Est-ce que le plan, moi, si j'étais DS des Emiratis, je dirais pas d'avoir deux plans de prévus. C'est-à-dire qu'on fait accélérer dans les capis, et surtout le Capo Berta, et dans la Cipressa, en fait, le plan il est double. C'est grosse accélération de Jan Christen qui peut faire un long relais à l'Intim Ouellet. On l'a vu du côté d'Estrade Bianche, et la place de Del Toro, elle se découpe en deux. C'est-à-dire qu'il a deux possibilités qui s'offrent à lui. Il est dans la route Tadej Pogačar. Soit il le remonte au dernier moment et il passe son relais, soit en fait Mathieu Van Der Poel est un peu trop reculé, et là je sais pas, ils ont un code entre eux, tu vois, genre je sais pas, le DS voit que Mathieu Van Der Poel est mal placé, ou même un coéquipier est mal placé dans l'oreillette, je sais pas, un nom de code, Butterfly pour dire que Mathieu Van Der Poel est beaucoup plus reculé. Et le plan Butterfly, c'est Del Toro fait la cassure et il sert de point d'appui pour gêner un peu plus la remontée de Mathieu Van Der Poel, et un peu comme ce qu'il a fait avec Paul Sexas, tu vois, dans les secteurs où Mathieu Van Der Poel est bien placé, et là tu t'arranges pour garder Del Toro le plus longtemps possible, et pour pas qu'il soit un poids mort avec Mathieu Van Der Poel. Alors, Thibaut, quand même une interrogation. Est-ce que tu penses que chez UAE, quelqu'un a expliqué à Jan Christen qu'il serait équipier de Tadej Pogačar et non l'inverse? Avec Pogačar, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ouais, avec Pogačar, il n'y a pas de problème. On l'a vu l'autre fois, il s'était très bien sacrifié. Il a compris. Non, mais Pogačar, je pense que c'est le seul coureur duquel il dit, ok, lui, il est plus fort que moi. Pour tout le reste de l'équipe, je pense que personne n'est plus fort que. Ouais, pour le reste du peloton entier. Vraiment. Même Del Toro, par rapport aux adversaires, c'est pas très grave, mais quand t'as ton équipe, bon, à un moment, faut être lucide. Et concernant le classement au pied de la Cipressa, il y a deux équipes à regarder qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Il y en a une qui est toujours mal placée, UAE, et une qui est toujours extrêmement bien placée, Ineos. Ineos, je crois que depuis 3 ans, Ghana doit aborder au maximum 5e le pied de la Cipressa à chaque fois. Tu regarderas, au minimum sur les 2 dernières saisons, il a toujours Kwiatkowski qui est dans le coin. Et il est toujours là, entre 3 et 5. Tout le temps. Et Ineos, cette année encore, quand tu regardes la compo, ça va, je veux dire, sauf accro, normalement, ce sera très bien positionné au pied de la Cipressa. UAE, honnêtement, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Même si tu essaies d'accélérer dans le Berta, tu feras pas sauter la moitié du peloton non plus. C'est pas assez long. Enfin, je sais pas ce qu'ils peuvent espérer. Puis même, à un moment, t'as un plan. Regarde ce qu'a fait Wellens l'année dernière. On lui a dit, ok, mon rang, à partir de tel kilomètre dans la Cipressa, tu prends le manche et surtout tu ralentis pas. C'est super, hein. Mais derrière, t'as Narvaez et Pogačar qui doivent faire des efforts de malade, rien que pour remonter le peloton, alors que Wellens est en train de s'envoyer totalement à l'avant. C'est contre-productif. Alors après, vous dites, super, Pogačar était super fort, donc il a pu attaquer. Mais qui nous dit qu'à ce moment-là, s'il est placé directement en tête de peloton, est-ce que son attaque
et pas plus tranchante, et est-ce qu'il peut pas créer une cassure? Est-ce que finalement, la clé pour les adversaires, parce qu'en plus avec ce petit vent de face, les mecs vont arriver moins cramés au pied de la Cipressa, hein. Je parle de tous les équipiers des grosses équipes et puis les gros leaders, hein, forcément quand on est dans les roues vent de face, on se fatigue beaucoup moins que quand on est dans les roues vent de dos. Finalement, Thibaut, est-ce que la clé de ce Milan-San Remo, ça va pas être la guerre de placement au pied de la Cipressa, et à savoir réussir à complètement désorganiser les UAE, et si 1, 2, 3 équipes parviennent à ça, la Visma, les Ineos, les Alpecin bien évidemment, et j'ai pas envie de dire que la partie sera gagnée, mais presque 50% du chemin sera fait. Ouais, mais l'objectif, c'est pas de désorganiser les UAE. L'objectif, c'est de te placer au pied de ce virage de la Cipressa, où on sait qu'au bout d'un moment, ça fait bouchon. Au bout d'un moment, il y a des chutes. Et au bout d'un moment, il y a un bouchon parce qu'il y a des hommes qui posent pied à terre. Donc, c'est à ce moment-là, et c'est des coureurs qui le relevaient, les mecs sont suicidaires, quoi. C'est des kamikazes. L'objectif, c'est vraiment pas de faire reculer les UAE. Non, l'objectif, c'est d'être en tête, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et ça, pour toi, quelle est l'équipe qui te paraît la mieux équipée? Tu penses Ineos aussi? C'est Ineos. Ouais. Ineos. Moi, je veux dire, ils se sont pas loupés sur les 3 dernières saisons. Ils ont encore des mecs d'expérience. Ils se loupent jamais. Sur tous les autres événements. Ils sont là. Enfin, ils sont toujours placés. Il y a une vraie science du placement. Après, il faudra regarder sur les autres courses, mais je pense que si on se concentre sur les autres courses, on devrait avoir le même schéma. Ils sont toujours là où ils doivent être. C'est complètement l'inverse du AE. De mémoire, on avait quel vent l'année dernière? D'accord. Favorable. Ouais. Favorable, et l'année d'avant où ils se sont un peu chiés, et Wellens a dû prendre le manche et se sacrifier en amont du Poggio. C'était un peu plus défavorable. Ah, mais il était plus faible aussi, on était sous les 10 km/h de... Ouais. Bien mes notes. Mais moi, je me pose une question. Vent défavorable. Alors, fut un temps, on disait vent défavorable, une attaque impossible. Les mecs. Pour moi, ça change rien. Mais voilà, on n'est plus autant d'avant. Pogacar, on n'a rien à foutre. C'est pas comme si on l'avait déjà vu faire des solos vent dans la gueule avec un peloton à ses trousses. Parce qu'il faut rappeler que Pogacar, la seule fois de sa vie sur les 4 dernières années où il a été revu après un solo, c'est sur l'Amstel l'année dernière, où il fait absolument n'importe quoi en pensant qu'Alaphilippe va pas prendre un boomerang dans la gueule en attaquant d'arriver. Il y a aussi un putain de vent de face. Oui, et il est repris parce qu'ils sont 2 derrière, hein, et il est repris genre assez tard. Bref, là, on sera loin dans la course. On n'a pas non plus un vent hyper violent, même si ça reste 12 km/h. Mais moi, ce que je me demande, c'est l'attaque de Pogacar dans la Cipressa qui va arriver. Vent de face ou pas vent de face, elle va arriver. Si tu arrives à accrocher sa roue, c'est bénef. Par contre, si t'es pas placé immédiatement dans sa roue et qu'un écart se crée, tu le revois pas. Parce que lui, le vent de face, et tu vas l'avoir aussi, sauf que Pogacar, il est plus fort que toi, peu importe qui. Allez, peut-être Van Der Poel, je suis même pas certain sur la durée de l'attaque que ça va demander. Mais si les mecs n'arrivent pas à accrocher immédiatement la roue de Pogacar et qu'ils prennent le vent de face, ils vont perdre. Tu penses qu'un groupe de 20, ça revient pas? Moi, je pense que ça revient pas sur Pogacar. C'est pire parce que, en fait, le vent de face te crée une mésentente et les mecs sont encore plus calculateurs. Pour moi, en fait, c'est contre-intuitif, mais face à un mec comme Pogacar, c'est peut-être même l'aider. Puis surtout, t'as la question qui va se poser, c'est les gens vont dire oui, mais il y a les équipiers. Mais dans quel monde un équipier est plus fort que Pogacar? Dans quel monde 2 équipiers, voire même 3 équipiers sont plus forts que Pogacar? C'est surtout que les équipiers, tu les as fait péter. Enfin, t'as fait péter la moitié du peloton sous le relais de Christen, en fait. Oui. Donc après, en fait, c'est fini. Ouais, c'est une question de survie, en fait. Pogacar, il va rouler plus vite tout seul qu'à 3 l'année dernière dans le replat entre la Cipressa et le Poggio. Alors après, il y a quand même 2 éléments. Le premier élément, c'est encore une fois ce petit vent de face, même si c'est assez léger. Encore une fois, les mecs vont être un peu moins cramés au pied de la Cipressa parce qu'encore une fois, dans les roues, on fait moins d'efforts. C'est un petit vent, mais sur 250 km, je pense que ça permet de rajouter quelques pourcentages aux gars qui vont être derrière et qui vont se faire larguer dans la Cipressa. Maintenant, là où effectivement je vais dans votre sens, si on revoit le même scénario que l'année dernière, à savoir un groupe d'une vingtaine de coureurs qui se met en place derrière Tadej Pogacar, c'est pas que rouler vent de face, c'est meilleur pour une échappée, c'est juste qu'effectivement, derrière,
derrière, comme vous le dites, les mecs sont encore plus calculateurs et vent de face, ça met encore beaucoup plus de temps pour s'organiser. On met plus de temps pour récupérer des équipiers derrière. On n'a pas envie de se sacrifier dans le vent. Donc là, pendant ce temps-là, effectivement, il peut prendre un petit peu de temps. Mais maintenant, Enzo, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que pour Mathieu Van Der Poel, pour Pipo Ganna, qui a tenu l'année dernière, Romain Grégoire, qui n'était pas si loin que ça l'année dernière, il lui a manqué à peu près 500 mètres. Moi, je vais rajouter Tom Pidcock aussi dans l'équation, qui a fait une préparation monstrueuse cet hiver. Je pense qu'on n'a pas conscience de la préparation que Tom Pidcock a été faire au Chili à 5000 mètres d'altitude, et que je pense qu'on commence à en voir un petit peu les fruits, notamment sur Milan-Turin où il était complètement au-dessus du lot. Et Pidcock était mal placé l'année dernière au pied de la Cipressa. Encore une fois, il était à contre-temps. Est-ce que ce vent de face, justement, la clé pour Pogačar, c'est pas justement le fait que ça donne peut-être un peu plus de chance à quelques adversaires de réussir à s'accrocher dans cette Cipressa? Alors, il y a deux volets à ces questions. La première, par rapport à Mathieu Van Der Poel et à Pipo Ganna. Ganna a donné une interview là, hier ou aujourd'hui où il a dit quelque chose de très très juste. C'est un peu mon avis aussi, mais il est très lucide sur la question. Lui, le seul truc qu'il espère, c'est que Van Der Poel puisse accrocher Pogačar. Ganna est tout à fait conscient que le seul en mesure de vraiment faire chier Pogačar, c'est Van Der Poel. Et à partir du moment où il l'a dans la roue, Pogačar ne pourra pas se livrer à fond. Van Der Poel se livrera pas à fond, ce qui donnera une chance aux autres, dont à Ganna, de potentiellement rentrer ou de s'accrocher. Et il a dit de toute façon, si Van Der Poel ne peut pas accrocher Pogačar, on le revoit sur la ligne d'arrivée. Et ça va se passer comme ça. Si Van Der Poel n'arrive pas à accrocher Pogačar, il ne sera pas revu. Je vais même corriger ta phrase en fait. Si Van Der Poel ne bouge pas très rapidement le petit écart que Tadej Pogačar va faire sur son attaque, Tadej Pogačar ne pliera pas vent de face, Mathieu Van Der Poel peut. Donc l'écart peut se créer, l'écart peut grandir, et l'écart peut être rédhibitoire. Et surtout, Pogačar, j'ai l'impression que plus les années passent et plus il est capable d'allonger la durée de ses attaques, assis sur la selle. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a plus de limite au temps qu'il peut passer à attaquer, pas à prendre un rythme de croisière, genre vraiment à attaquer fort, tu vois. Et surtout le nombre de cartouches qu'il peut mettre. Oui, c'est impensable. Honnêtement, c'est impensable. Mais avec ce vent de face, honnêtement, le moindre écart sera tellement difficile derrière à combler que je me demande, de manière assez contre-intuitive, est-ce que c'est pas finalement un point en bonus pour Pogačar? Je sais pas. À condition d'avoir de placer une attaque assez tranchante et assez franche pour créer un écart dès le départ, dès le moment où il se lève. Parce que là, du coup, tu forces derrière les mecs à prendre autant de vent que toi. Et dans un mano à mano, vent de face comme ça, je pense que Pogačar se fatiguera moins. De ce qu'on voit, de ce qu'on connaît du garçon. Et deuxième truc, là, tu parlais de Pidcock. C'est assez intéressant. Alors, je pense déjà, c'est assez clair qu'il a pas fait un vrai cap depuis le milieu de l'année dernière, depuis le milieu de la saison dernière, notamment à la Vuelta et autres. Et là, il semblait très fort encore sur Milan-Turin, très en gestion, en tout cas. Mais faut pas oublier que l'année dernière, quand il se présente sur Milan-San Remo, c'est le seul, en début d'année, à avoir réussi à accrocher la roue de Pogačar sur les Strade Bianche. Ça avait été monumental ce qu'il avait fait. Il avait tenu, je sais plus combien de kilomètres dans sa roue. Il n'avait pas cédé dans l'attaque sur le Monte San Marié. Et pourtant, il se fait laver sur Milan-San Remo. Et j'ai regardé un petit peu ses résultats sur Milan-San Remo, meilleure place 11e. Est-ce qu'au final, une course aussi longue, c'est vraiment ce qu'il aime? Alors, n'oublie pas quand même, Enzo, meilleure place 11e, c'est Thibaut, tu vas me rappeler, c'est en 2023 ou en 2024. Il attaque dans le final. Où il se fait reprendre à 200 mètres de la ligne. Oui, mais ce que je veux dire, on était sur un scénario classique, attaque dans le Poggio, où il est dans un groupe derrière, t'as Pogačar, Van Der Poel qui sort sur le haut et le groupe emmené par Ganna qui bascule 2 secondes derrière. Donc. Mais de mémoire, sur les premières attaques dans le Poggio, il n'est pas là. C'est Ganna qui est là. T'as le seul Ineos au départ qui arrive à suivre, c'est Ganna. Pidcock a un temps de retard. Et derrière, ça se reforme parce que personne n'arrive à s'isoler. Mais et Ganna qui crève dans la descente d'ailleurs, si je reste là. Donc je sais pas. Pidcock, je suis pas. Ça veut pas dire que c'est absolument mort pour lui parce qu'encore une fois, on voit qu'il a passé un cap depuis son passage à la Q36.5.
Mais je me demande si une course aussi longue, ça lutte pas trop au moment de devoir lever le cul de la selle pour placer une attaque ou répondre à une attaque. Non, c'est le placement surtout. Le placement, ouais, je suis d'accord. Il a progressé sur le long. Son entraîneur disait la même chose en 2021 au moment où il est passé pro. Il expliquait qu'il avait encore un gap justement sur les courses de plus de 250 km à franchir, mais on l'a vu sur l'Amstel et encore une fois 2024, je m'en rappelle, je l'avais donné. 2024, il est à 150 mètres de le gagner sur un scénario différent évidemment. Il avait surtout fait la différence avec ses qualités de descendeur dans le podio. Toi Thibaut, tu penses qu'on va avoir... Alors, je voulais revenir là-dessus. L'hiver dernier, parce que évidemment, comme dans tout, l'hiver nourrit les ambitions. Il y a eu un gros travail du côté des UAE l'hiver dernier pour justement essayer de gagner du temps sur cette Cipressa. Ils se sont entraînés sur le col de Rat, on va dire, au niveau de la distance. C'est quoi, Rat? C'est 11 minutes à peu près, c'est ça? Ça dépend quel point tu prends, mais oui, non, ça doit être ça. Ouais, 11-30. La Cipressa, c'est 9. L'année dernière, il a fait le record, je crois, un petit peu moins de 9 minutes. Enzo, toi, tu as en tête 8 minutes 55. 8 minutes. Je suis en tête de temps, mais oui, c'est une souffle. 8,55. On estime, est-ce qu'avec ce léger vent de face, tu penses que Pogačar peut éclater son record dans la Cipressa? Est-ce que pour lui, la clé, c'est pas d'éclater ce record? Ça dépend encore une fois de combien d'UAE aborderont en tête les pieds. S'ils sont bien placés tous, le rythme ne baissera pas. Christen va envoyer fort, Del Toro va envoyer fort, Pogačar attaquera, et s'il crée un petit écart, il ralentira pas. Parce que l'année dernière, il s'est fait un peu de fractionner sur les 30 derniers kilomètres. Je me souviens plus du nombre d'attaques qu'il place entre la Cipressa et le Podio, mais c'est ridicule. Et puis, tu sais très bien que mieux vaut rouler vite, mais à un rythme régulier, plutôt que de placer, plutôt que de faire l'exercice de fractionner. Donc, en théorie, non. En théorie, ça devrait pas être possible, surtout que l'année dernière, on avait Van d'eau. Maintenant, Pogačar, qu'est-ce que je te dis? J'en sais rien. Thibaut, il l'éclate ce record de la Cipressa? Je pense pas. Tu penses pas? D'accord. Tu le penses pas à cause du vent de face ou à cause du placement ou à cause des deux? Je pense que si tu lui mets Van d'eau, il l'éclate. Je pense qu'avec le vent de face, il peut l'égaler. Ce qui serait quand même assez aberrant avec des conditions défavorables d'égaler son record, mais je pense qu'il peut l'égaler ou pas en être loin, mais qu'il l'éclatera pas. Mais honnêtement, en conditions favorables, je pense qu'il l'éclatait. On va basculer sur ce que vous voyez et ce qui va en découler sur vos pronostics. Je rappelle, et c'est important qu'on incite personne à faire des paris sportifs, que ceux qui jouent, ceux qui mettent de l'argent, jouer avec excès comporte des risques. Personne n'a la science infuse. Je pense que 99,95% des gens qui écoutent le podcast ont compris qu'on ne pouvait pas lâcher des bons pronos systématiquement. Ça n'existe pas. Les 0,05% qui pensent l'inverse, allez gratter des tickets de loto, allez faire des super combinés, allez vous faire arnaquer où vous voulez, mais pas ici, pas dans le coup tordu. Voilà, je sais que tout le monde a compris que le but c'est d'avoir plus souvent raison que tort. Et voilà, et si on joue, on fait du management de bankroll, on fait pas n'importe quoi. Donc pour toi Enzo, ton pronostic donc qui va découler de ce qui se passe après la Cipressa dans le Poggio et à l'arrivée. Je pense que Pogačar part tout seul dans la Cipressa. Et du coup, il est pas revu. Et du coup, il est reverra sur le podium, quoi. Ouais, voilà, ouais. Un peu comme, Sur le Tour de Man, j'avais adoré la story Instagram de Baptiste Weistrofer sur le Tour de Man. Il avait mis gradure avec jamais, pour ceux qui connaissent le titre. Il dit, je suis parti et me reverront jamais, quoi. Donc un petit peu à la gradure, quoi. Si tu veux. Ils le reverront jamais comme gradure, quoi. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis exactement pareil. D'accord. Vent de face, vent de dos, on s'en fout. Sur les 14 000 km/h, là, c'est léger. On parle quand même de Milan-San Remo, la classique des sprinters. Les sprinters, ça devient de plus en plus difficile pour eux, et on parle surtout de la classique la plus ouverte. Sauf qu'en fait, la présence de Tadej Pogačar, soif insatiable de victoire sur ce monument qui ne cesse de lui résister. Et cette opération réussie de la Cipressa l'année dernière a fait totalement basculer en fait le champ de Milan-San Remo, et en fait Milan-San Remo ne peut tomber dans l'escarcelle qu'encore plus, soit dans les mains de Tadej Pogačar, soit dans les mains de Mathieu Van Der Poel. Donc là, la question en fait c'est est-ce que Mathieu Van Der Poel arrive à tenir les attaques de Tadej Pogačar?
Vando, honnêtement, j'étais pas non plus totalement confiant en Tadej Pogačar, dans le simple fait que quand même Mathieu Van Der Poel, il y a des moments où il a inquiété, mais il y en a d'autres où il a rassuré. Il a quand même savamment préparé son truc. Il a fait ses efforts, et ses efforts de 40 minutes, c'était sur Eurosport qu'il soulevait. L'année dernière, c'était 35 minutes, 55 entre l'attaque de Tadej Pogačar et la ligne d'arrivée, ou du moins le pied de la Cipressa et la ligne d'arrivée. Donc c'est un effort qui correspond totalement à ce qu'il est prévu qu'il fasse du côté de samedi. Mais là, honnêtement, il va falloir du punch, il va falloir résister, prendre l'aspi du Slovène, éviter de lui passer un relais, parce que quand il va te remettre une cacahuète derrière, faut combler vite l'écart, parce que sinon il va creuser. Et puis lui, il a bossé son sujet, il n'arrête pas de travailler là-bas, et on le sait qu'il est avec Bonifacio. Les descentes, c'est pareil, s'il faut, il prendra un risque, un peu à la Mohoric, il s'en fout d'aller à l'hôpital. Oui, c'est Mohoric qui avait dit ça. Ouais. Non, mais quand je te dis ça, c'était Matej Mohoric qui avait dit ça à l'arrivée de l'étape des Champs-Élysées après sa descente de malade mental. Il a dit: aujourd'hui, j'en avais rien à faire si je finissais à l'hôpital. C'était soit je pars tout droit, je rattrape les deux autres, soit et je lâche les deux autres, soit c'est terminé, bonsoir pour moi. Donc non, je pense vraiment qu'il peut faire des descentes aussi à tombeau ouvert. Donc je le vois arriver en solitaire. Et encore une fois, c'est je pense que Thibaut a le même raisonnement. C'est peut-être contre-intuitif de se dire un homme seul, vent de face, ça peut pas le faire. Mais il y aura tellement plus personne pour rouler derrière, ou alors un ou deux pauvres équipiers cramés qui auront mis 1000 ans avant de pouvoir revenir et de s'organiser. Et un équipier cramé, ça vaut pas un Pogačar. Et Van Der Poel, s'il se met à rouler dans la plaine avec le vent de face, c'est pas Evenepoel, il va pas combler un écart comme ça, tu vois. Il va plus se fatiguer que Pogačar. C'est contre-intuitif, mais je pense vraiment c'est contre-intuitif, mais il y a deux aspects. Il y a deux, trois aspects. Il y a on parle de Tadej Pogačar, donc forcément tout élément logique ne s'applique pas aux Slovènes. Deuxièmement, il y a toujours cet effet rouleau compresseur Emirati qui va tépailler un peu le groupe, et le temps de retrouver des hommes, de se réorganiser, c'est peut-être un peu trop tard. Ça va compter aussi ses coups de pédale. Et puis le troisième aspect qu'on prend pas en compte quand on parle de ça, c'est l'élément matériel. Le vélo a énormément évolué depuis une dizaine d'années, même depuis 5 ans, que le vent, tu le sens moins, il flotte un peu plus sur toi. Donc le fait que tu l'aies vent de face, faut potentiellement limite qu'il soit beaucoup plus fort pour être beaucoup plus contraignant. Est-ce que le plan des Alpecin, finalement, parce qu'on voit Philipsen là depuis quelques semaines qui s'entraîne à faire des petites bosses, il arrive dans son pic de forme, là il n'y a pas de problème, c'est de se dire que Van Der Poel peut peut-être être largué dans la Cipressa, et que si Philipsen est pas très très loin, parce qu'il a quand même bien travaillé ses bosses, finalement est-ce que Van Der Poel va pas se sacrifier entièrement pour essayer de ramener Philipsen? Mais si Van Der Poel, en fait, le raisonnement est simple. Si Van Der Poel n'arrive pas à accrocher Pogačar, ils ne rentreront pas dessus. Le but, c'est que Van Der Poel accroche Pogačar et ne roule pas. Et là, encore, derrière, et encore, honnêtement, est-ce que tu vois Mathieu Van Der Poel? Il va rouler. C'est le vainqueur sortant. Mais c'est le vainqueur sortant. L'année dernière, il roule et il est à 2 doigts de le faire péter sur le sommet du Podio. Il répond à toutes ses attaques, même une quand il prend un ravito. Et en plus, il est à 2 doigts de le faire péter sur le sommet du Podio. Et en plus, la question se pose même pas. C'est même pas un mec qui va être calculateur comme ça. Le mec, il fait partie des meilleurs coureurs du monde. Il en a rien à foutre. C'est comme Pogačar. Pogačar pourrait calculer un peu plus. Il calculera pas. Il va rouler avec Mathieu Van Der Poel. Les deux, ils sont potes, ils s'entendent. Mais même s'ils n'étaient pas potes, c'est des talents purs qui ne calculent jamais. La seule fois où Van Der Poel n'a pas roulé, c'est en 2024 quand Philipsen gagne. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en ordre. Les gens disent oui, il a offert à Philipsen, il s'est sacrifié. Non, s'il roule pas, c'est qu'il savait qu'il était déjà en train de voir tout blanc, et il l'a dit lui-même. C'est à ce moment-là, quand il bascule avec Pogačar, il était à la limite. Il ne pouvait pas rouler. Vous croyez vraiment que si un Van Der Poel sent qu'il a la victoire dans les jambes, il va pas prendre un relais à Pogačar pour tenter de jouer le sprint à 2? Il aime bien Philipsen, mais un monument, c'est un monument. À un moment, je pense qu'il faut arrêter. Cette année-là, il n'a pas roulé parce qu'il ne pouvait pas. Si on le voit pas rouler cette année,
c'est pas bon signe parce que c'est-à-dire que la prochaine attaque, Pogačar le tue. Bon, après, il est bien, Van Der Poel. Hein. Sur Tirreno, il était quand même. Je pense que la prépa a l'air. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais il a dit lui-même, il a dit si je suis ne serait-ce qu'un petit % moins bien, Pogačar s'en va. Il dit il faut vraiment qu'il soit au sommet de sa forme, exactement dans la roue de Pogačar au moment où ça va péter. Il suffit qu'il y ait un tout petit accro et c'est fini. C'est la marge vraiment que te laisse Pogačar. Et c'est la marge qu'il te laisse sur un Van Der Poel. Alors je te laisse même pas imaginer sur tous les autres. D'autant plus qu'on l'a vu encore plus fort et que Mathieu Van Der Poel, sur certes cette première étape qu'il a gagnée, qui était quand même assez difficile, on l'a quand même vu rejoint, avoir du mal face à un Mathieu Jorgensen sur un secteur qui lui correspondait totalement. Donc il y a quand même point de d'inquiétude. Ok. Eh ben, écoutez, moi je vais vous suivre. Ça sera un petit 0,20% de bankroll sur la victoire de Tadej Pogačar. Même si je vois un deuxième larron réussir à s'accrocher, s'il est placé pour moi, Tom Pidcock peut le suivre et ils peuvent se barrer à deux. Et sachant que je pense que pour Pogačar, c'est moins emmerdant de partir avec un Pidcock au sprint qu'un Mathieu Van Der Poel. Même si pour moi, au sprint, il peut être battu complètement par Tom Pidcock, qui est un mec qui est ultra méga rapide. En tout cas, il y aura clairement match entre les deux. On va s'intéresser à ce qui va se passer derrière, parce que derrière, il va y avoir une autre course. Si Pogačar se barre tout seul pour aller gagner la course, alors admettons, Poggi part tout seul entre la Cipressa et le Poggio. Derrière, il y a quand même une deuxième place sur un monument à aller chercher. Alors là, Enzo, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est toujours le problème avec les courses où Pogačar part tout seul. Derrière, c'est le bordel. T'as pas d'organisation et en vrai, mieux vaut anticiper. Parce que de toute façon, on a vu qu'il n'y aura pas d'organisation. Les mecs qui vont partir en solo ou à deux auront plus de chances d'aller chercher un résultat qu'autre chose. L'Estrade Bianche, c'est l'exemple parfait sur les dernières années. Quand tu vois les solos de Pogačar, les mecs savent de toute façon qu'ils ne le reverront pas. Bon là, au pire, ils savent qu'ils ne le reverront pas après à 30 km de l'arrivée, ce qui est quand même plus intéressant, tu vois. Mais tu regardes Sexa et Del Toro, ils sont dans un gros groupe, ça attaque dans tous les sens. Et s'il n'y a pas deux UAE pour contrôler, je pense que ça arrive encore plus par petites grappes ce jour-là, derrière Pogačar. L'année d'avant, c'est pareil, quand Wellens vient faire sa place, ça pète dans tous les sens. C'était le problème derrière Pogačar, c'est qu'il n'y aura pas d'organisation parce qu'il n'y aura plus de peloton. Et qui va rouler. Un mec, encore une fois, contre-intuitif. C'est dans un groupe de 10 où il y a 0 équipier. C'est dans la plaine entre la descente de la Cipressa et le pied du Poggio. Mieux vaut tenter ta chance. Parce que de toute façon, qui va te rouler derrière ? Qui va te rouler dessus quand face ? Tu as plus de chances à gratter du temps et à essayer de basculer au sommet du Poggio et au pire être rejoint par un Van Der Poel. Et là, tu te joues la place. Que de rester dans un petit groupe, te faire péter par Van Der Poel qui va en placer une dans le Poggio parce que il va certainement arriver en solo pour la deuxième place, dans mon scénario en tout cas, avec un Pogačar qui serait déjà impossible à rejoindre. Donc honnêtement c'est trop compliqué. T'as une dizaine de noms qui peuvent sortir du lot, tu vois. Puis c'est les noms habituels, tu as du Van Der Poel, t'as du Ganna, t'as du Pidcock. Les mecs style Lund Andresen, Brennan, Magnier, j'aurais tendance à les éliminer parce que je pense qu'ils seront déjà trop loin au moment où ça va péter dans la Cipressa. Peut-être plutôt dans un troisième groupe que dans un second groupe, donc je les enlèverai. Van Aert, il a fait des choses bien sur Tirreno, mais vas-y, il va à l'optique de la Cipressa, il va être 120e, ça sert à rien. Donc honnêtement, en logique, Van Der Poel doit avoir le podium dans les pattes. Maintenant derrière, je pense que c'est un peu de la pour une deuxième place. Bon. Oui, je pense quand même. S'il est là, bon, il va quand même. Voilà. Puis surtout, il va essayer de suivre Pogačar, donc. Est-ce qu'on va pas avoir juste un mano à mano à distance, tu vois ? Oui. C'est possible aussi, hein. C'est aussi possible. C'est possible aussi parce que il va pas lâcher le morceau. Donc est-ce qu'il serait pas tout seul derrière Pogačar, lui aussi tout seul ? Est-ce qu'il laisserait juste la troisième place derrière ? Honnêtement, dans mon scénario où Pogačar s'isole, c'est trop le bordel pour avoir un vrai podium en tête. On pense quoi de la Lidl qui nous a rajouté Mats Pedersen ? Ça, c'est la grosse surprise. Ouais, c'est la grosse surprise. Bah, écoute, on verra. C'est pour le faire borner. Il y en a marre. Est-ce que tu crois dans l'absolu à Mats Pedersen ? J'ai quand même du mal à y croire. Après, ça reste quand même une course qui est assez simple à terminer, on va dire. Et puis, on l'a vu, il y a des coureurs qui étaient très bien préparés. C'était leur course de rentrée. A.k.a. Mathieu Van Der Poel, ça ne les a pas empêchés de faire des résultats là-bas. Donc, bon. Voilà, je veux dire, jurisprudence Van Der Poel 2023, où il a des problèmes de dos pendant l'hiver. Course de prise Milan-San Remo, on le mentionne pas une seule seconde dans le podcast. Horrible. Et le mec gagne en solo.
Ah ouais, non, mais ce podcast, je me rappelle, hein, on termine le podcast, je coupe l'enregistrement et le premier truc qu'on se dit dès que c'est terminé, je crois que c'est toi Enzo qui dit, vous vous rendez compte quand même les mecs qu'on vient de faire 1 heure sur Milan-San Remo et il n'y a pas un seul gars qui a cité Mathieu Van Der Poel. Hein. Et le lendemain il gagne. Donc ouais. Non, après, il y a quand même, moi sur Pedersen, il y a quand même des choses qui m'intriguent, notamment sur les protocoles de récupération. Je voulais qu'on fasse une petite parenthèse dans le podcast pour parler de ça. On a vu Lorenz Rex qui était littéralement brisé il y a 1 mois et demi, qui est revenu dans une forme incroyable alors qu'il avait les vertèbres pétées. On voit des coureurs qui se remettent de plus en plus vite de blessures. Ça rejoint le podcast qu'on avait fait avec André Amisfud qui nous a expliqué qu'il y avait des évolutions, notamment au niveau des caissons hyperbares, mais au niveau encore de la récupération, pas que après blessure, hein, récupération tout court. Est-ce que la double perf d'Alex Segart aujourd'hui sur le Grand Prix de Denain et surtout ce qu'il a fait hier sur le Noker où il est repris à 100 mètres de la ligne après un solo monumental, il réitère encore le truc aujourd'hui. Bon, ils sont 2 avec Hagenès. Mais Thibaut, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans les protocoles de récupération là, c'est pas que de la cryothérapie. Moi, un mec qui enchaîne 2 perfs comme ça en solo, en mettant le peloton loin derrière, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Padoun Ouais, Padoun, c'est vrai. Padoun, totalement. Alors j'ai déjà vu ça. Padoun. C'est la même équipe. Hein. C'est la même équipe. C'est vrai, c'est la même équipe. Ils ont peut-être le même protocole de récup, il y a peut-être le même protocole, il y a peut-être la même truc. Non, attention, moi j'adore Alex Segart, hein. Mais voilà, je dis pas qu'on est dans la zone. J'espère qu'il n'y a pas le même truc. Hein. Non, mais enfin, on est d'accord. Alors, il est malin. Attention, hein, je pense que s'il fait pas son petit show derrière Hagenès, s'il lui fait pas une sorte de dîner de con, et ça encore une fois, pour moi c'est hyper bien joué parce que c'est Hagenès qui cherche à lui mettre à l'envers sur le dernier secteur pavé, qui cherche à se barrer. Donc c'est vraiment de bonne guerre. Donc s'il fait pas ça, mais honnêtement, c'est super fort de faire ça, hein, parce que faut se le permettre, mais c'est hyper bien joué parce que au-delà de le cramer lui, en fait, l'intelligence du truc, c'est que, enfin, 1, il crame son adversaire, mais 2, il hypothèque pas toutes ses chances parce que s'il rentrait dessus, c'est sûr et certain, il y a mésentente et il s'enterre. Mais putain, il faut le faire. Hein. Physiquement, faut le faire, hein, parce que tu te dis que t'es pas dans la speed du mec. Hein. Donc l'énergie qu'il dépense, tu dépenses la même. Hein. Ouais, mais du coup, est-ce que c'était pas le seul moyen de forcer Hagenès à être à bloc jusqu'à 2 bandes de l'arrivée, probablement. Oui, mais sinon, c'est chacun à bloc de son côté. Et mais non, mais il y en a un qui est meilleur rouleur que l'autre. Hein. Ah oui, mais, ça se voyait rien qu'au niveau de la position, il y en a un qui prenait un peu plus devant. Mais psychologiquement, quand tu vois Hagenès qui se retourne, tu dis, mais à un moment, tu vas comprendre. Et il se dit, de toute façon, le point de non-retour était passé. T'as lancé ton offensive et oublie que t'as aucune chance et fonce dans le mur, tu vois. Et juste l'accélération de ces gars, ils déposent. C'est terrible. C'est terrible. C'est super bien joué de la part du Belge. Et moi, je me mets à la place du pauvre petit Hagenès. Ah non, mais comme disait Steve Chanel sur Eurosport, l'erreur, c'est le DS. Hein. D'ailleurs, Visma, se faire dîner de confier comme ça, c'est quand même ultra méga rare. Comme disait Chanel, hein, je veux dire, à 3 bandes de l'arrivée, tu dis bon, c'est bon, stop quoi, tu vois. Donc, Mais au final, ça me fait de plus en plus penser à cette question. Est-ce que les Visma ont été si intelligents que ça? Parce qu'en fait, par le passé, c'est un peu comme les Emiratis, tu vois. Tu fais de ta puissance collective une force, mais est-ce que c'est une force intellectuelle? Parce que quand tu uses, ok, t'as des Pogacar que t'essayes de vérifier et tout, mais tu uses du nombre et de ta force collective. Est-ce que c'est tant de l'intelligence que ça? Est-ce qu'on les a vraiment vus, et surtout récemment sur les 2 dernières années, être intelligents, mais vraiment tactiquement? Bah oui, quand même. En dehors de la force. Dehors de la force. Le Ventoux, c'est raté, ce qu'ils ont fait sur le dernier Tour de France. Mais avoue quand même qu'au niveau du tableau noir, c'était quand même super bien. C'était beau à voir. C'est quoi? Bah avec Campenard. Ouais. Le relais dans le Ventoux, franchement, c'était pour moi. Oui, mais c'est de la force, c'est de la force physique. Ah, pas que, parce que tu voyais qu'ils avaient mis des pions à l'avant qui devaient servir en ayant un rôle précis, et tu vois que c'est des trucs qui sont réfléchis pendant l'hiver. Ils ont retenté un peu d'une autre manière, un peu le coup du Granon.
Bon, là, sauf que ça a complètement foiré parce que de toute façon, Pogačar était invincible. Mais moi, j'ai trouvé en tout cas que ça avait le mérite. Le fameux plan, voilà, c'était le fameux plan. Ça a eu au moins le mérite d'être tenté, quoi. Oui, mais le plan, c'est du bourrinage. Ouais, mais après, en vrai, tu sais, quand tu réfléchis comme ça, de toute façon, si t'as pas les jambes, tu peux avoir tous les plans que tu veux. Ah oui. Ça mènera à rien, tu vois. Donc, mais en y réfléchissant, est-ce que le vrai, enfin, pour moi, en fait, les plans, et on en fait beaucoup avec les plans Visma, c'est plus du bourrinage collectif que de l'intelligence tactique. Honnêtement, il y a des deux. Parce que l'intelligence tactique, tu peux avoir le meilleur tacticien du monde. Si t'as pas les mecs qui ont les jambes pour exécuter le plan, ça sert pas à grand chose. Maintenant, si on prend l'exemple d'un Pogačar, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tactiquement le mec est une bille. On est d'accord. Non, mais d'ailleurs, je vais aller plus loin, Enzo. J'y pensais avant le podcast. Est-ce qu'on a déjà vu justement les UAE un jour, une fois, réussir à remporter une course en étant un peu moins fort physiquement, mais en compensant par, on va dire, un génie stratégique? Moi, je me rappelle pas. C'est des bourrins. Leur DS, c'est catastrophique. Dire s'ils n'avaient pas le meilleur coureur du monde dans leur équipe, je sais pas ce qu'ils gagnent, honnêtement. Je sais pas ce qu'ils gagnent. Parce que le mec, il dit ouais, mais attends, c'est le panache, il attaque à 80 km, c'est super intelligent. C'est intelligent rien du tout. C'est juste le mec, il met une grosse attaque pendant 10 minutes et puis après, il est en zone 2 pendant 70 bornes. Il est en récup. Je vais même aller plus loin. Il n'y a rien de tactique. Il y a certaines courses qu'ils ont perdues parce que tactiquement ça n'allait pas. On se rappelle de 10 masterclass sur le Tour de Romandie quand Pogačar n'était pas là, avec Hirschi, avec Ulissi à l'époque. Maintenant notre ami Jan Christen qui fait n'importe quoi. Donc même des fois ils réussissent à en perdre alors qu'ils sont plus forts. Cette équipe, si elle n'est pas 3 jambes au-dessus de tout le monde, elle ne gagne pas. Non, c'est simple. Il n'y a pas de comme ils sont pas sur d'eux encore, comme ils veulent en plus avoir Sexas. En se disant, on sait jamais, tu vois, voilà. Parce que Gianetti a quand même dit, notre rêve, c'est d'aligner Sexas et Pogačar. Ok, vas-y, mec. Je pense que le rêve de tout le monde dans n'importe quelle équipe, c'est d'avoir Sexas. Hein. Tout le monde dans n'importe quelle équipe, les gars, ils vont dire, nous, on aimerait bien. Si on peut rajouter Pogačar avec, ça peut faire un truc un petit peu sympathique. Pour terminer ce podcast, Thibaut, on fait un petit tour du côté des match-ups ? Vas-y, mais je les ai pas devant moi. Bon, écoute, moi je les ai. Girmay Lamperti, Laporte Lapera, Ganna Van Aert. Ouais, Ganna Van Aert. Ganna, arrête, Ganna. À 1,653, il est quand même pas mal. Il est quand même pas trop mal. Ganna, sans sa crevaison en 2024, c'est 3 ans dans le top 10. Dont 2 deuxièmes places. C'est la première année où il ne le sera pas. Dans le top 10 ? Non, si, il sera dans le top 10. Dans le top 3, non. Podium, c'est possible, honnêtement. En tout cas, moi, de celui que je vois, je suis pas sûr qu'il fasse top 3, mais le top 10, il sera dans un deuxième. Par contre, Van Aert, je suis pas certain. On a du Fed Wright contre Vacek, Del Toro contre Vauquelin. Alors, est-ce que Del Toro va se relever complètement après la Cipressa ? Parce que si lui il peut aller gratter une petite 3e place comme ça de derrière les fagots, à mon avis. Mais de toute façon, Vauquelin, il le fait pas. Je crois pas. Hein. Ah non, t'as raison. Ouais, il est proposé, mais effectivement, t'as raison, il est pas sur la. Oui, bon, d'accord. Ok. On appelle ça un match-up blanchiment d'argent. Exactement. Complètement. Totalement. Philipsen contre Lone Andresen. Ça c'est intéressant, mais c'est intéressant s'il n'y avait pas Pogačar sur la course, quoi. Ouais, complètement. Parce que là, bon. Jasper Stuyven, Alex Aramburu, 2 spécialistes des parcours longs, Stuyven encore plus, mais bon, le match-up est plutôt à l'équilibre. Kubis contre Pitti, Magnus Kort contre Corbin Strong, Mohoric contre Søren Kragh Andersen. À vous me couper quand il y en a un qui... Alors après, Mathieu Van Der Poel, le field de Mathieu Van Der Poel, c'est-à-dire Van Der Poel ne gagne pas à 1,5. Le truc c'est que c'est autant aller sur Pogačar en fait. Ouais. Parce que il y a pas c'est horrible. J'ai écouté ce matin au boulot nos amis du petit plateau et qui disaient que cette course restait indécise malgré tout. Surtout avec Pogačar. Pas du tout en fait. Le scénario il s'écrit encore plus et il est encore plus limpide en fait avec Tadej Pogačar et le plan Cipressa. C'est horrible à dire, mais le scénario en fait il se résume à 2 hommes. Je crois que sur les 16 derniers monuments ils en ont gagné 15, c'est ça?
Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être au moins 11 ou 12. Je crois que c'est 13 sur 14 ou 15 sur 16. Enfin, la stat, elle est horrible. Elle est horrible. Oh, mais qu'est-ce que tu veux faire? Après, les mecs sont au-dessus, tu vois, mais enfin, c'est autrefois, enfin, il y a encore pas si longtemps, le Milan-San Remo, c'était la course la plus indécise par excellence. On n'est pas sur le Tour des Flandres où, quoi qu'il arrive, le plus fort gagne. Voilà, ça c'est Tour des Flandres, il y a pas de secret, absolument pas de secret. Paris-Roubaix, on peut avoir quelques petites surprises, mais maintenant, les courses comme Milan-San Remo ou le Tour de Lombardie, Et encore, tu vois, dans celle-ci, tu comptes la victoire de Jasper Philipsen, mais c'est avec une petite astérix, hein, parce que les deux, ils étaient partis pour se disputer la victoire. Si Van Der Poel prend un relais, ça peut creuser dans la descente. Hein. Après, ils avaient basculé avec vraiment genre 2 secondes d'avance à la cabine. Donc le groupe derrière était vraiment juste là. On a du Jorgensen, Pellizzari, Trentin Non, Van mais il y a rien. rien. Mais par contre, on peut s'amuser à faire un jeu de qui sera le troisième. Ouais. Moi, sachant que mon deuxième c'est Pidcock, hein, mais. Non, mon deuxième, je pense que je suis comme Enzo, ça va être les deux au compte-gouttes, puis un groupe derrière qui arrive dans le Poggio. Maintenant, est-ce que le Poggio, il n'y a pas un mec qui arrive à s'extraire en solitaire à partir? Non. Franchement, il y a moyen. Hein. Après, Grégoire, le truc, c'est qu'il risque de. Le problème, c'est que le mec qui risque de finir troisième, ça va pas être forcément le troisième plus fort. C'est un mec qui va pas forcément se cramer dans la Cipressa et qui va jouer la troisième place d'entrée, en fait. Un gars qui va s'extirper d'un groupe qui s'entend pas, genre littéralement, tu vois. Et ça peut être Valgren. Ça peut être Mauro Schmitt. Je dis ça comme ça, hein. C'est une plaisanterie, évidemment. Non, mais ça se trouve, il va le faire. Et voilà, vraiment, si ça se regarde, moi ça m'emmerde qu'il soit tombé sur la dernière étape de Tirreno. Mais pour moi, Paul Magnier, je pense que quand il n'y aura pas de, tu vois, un Milan-San Remo, je pense que c'est une course qui est faite pour lui. Non, faut un Milan sans Poggi, en fait. Un Milan sans Poggi, exactement. Et sans Van Der Poel, parce que Van Der Poel, lui, il attaquera dans le Poggio. Tant que les deux sont là, la course est un peu bloquée, tu vois. Ils sont trop forts pour permettre à des sprinters, même des gars qui passent bien les bosses, d'espérer s'accrocher. Enfin, c'est terrible, hein, mais des mecs comme Brennan, Magnier, Philipsen, bon, ils sont dans la même équipe, mais Lund Andresen, du coup, qui se révèle un petit peu, pour espérer gagner, il faut juste qu'il n'y ait pas Pogačar et Van Der Poel. En tout cas, pas au niveau où ils sont actuellement. Stuyven, quand il gagne en 2021, ça doit être ça, ouais. Quand Stuyven gagne en 2021 ou quand Maurice gagne en 2022, on n'est pas sur les mêmes larrons, tu vois. On n'est pas sur des gars qui écrasent absolument tout. Là, ils sont arrivés à un niveau de domination tellement énorme qu'ils peuvent faire la différence dans du 3,5%. C'est impensable. C'est impensable. Quand tu regardes le fait d'avoir monté la Cipressa en moins de 9 minutes. Tout le monde dit, franchement, moins de 9 minutes, ça va vite. Les mecs, ils étaient à 40 km/h, c'est des putains de motos. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, non, mais c'est sûr que si dans la Cipressa, tu mets 40 secondes à tout le monde, bah vas-y, accroche-toi pour revenir derrière. Oui, mais ça, c'est terrible. Et avec le vent de face, le moins de petit écart, Pogačar les tue. Et Pogačar, l'avance qu'il va prendre, ça va être exponentielle jusqu'au sommet de la Cipressa. Et lui, après, il calcule pas. Hein. Ok. Écoutez, moi, vous m'avez convaincu. Ça sera Pogačar, 0,20% de bankroll à 3. Mais on n'a toujours pas fait notre jeu du troisième. Hein. Ouais, notre jeu du troisième. On va le faire. Et moi, Tom Pidcock aussi à 20, 0,05 de BK. Et je mettrai peut-être aussi un petit top 3 en fonction des codes de Pidcock. Alors, le jeu du troisième. Allons-y pour le jeu du troisième. On parle pas de cote, là. On parle juste de troisième. Voilà. Moi, je dis Valgren qui s'extirpe d'un petit groupe. Vincent? Ouais, Romain Grégoire. Ok. Donc, t'es assez traditionnaliste dans la filière puncher. Ouais. Moi, je vais presque rejoindre Enzo sur un mec qui a brillé du côté de Tirreno, et je vais te dire Matteo Jorgensen. C'est pas mal, Jorgensen. Hein. Après, il est solide. Hein. Après, on n'est pas à l'abri non plus que derrière, ça se regarde vraiment pour la troisième place. Hein. Si les deux zozos y partent, mais on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des phénomènes d'anticipation, etc. Ça se regarde un peu trop, ça ressort dans le Poggio comme ça. Enfin, ça peut être la course en fait la plus excitante peut vraiment être à l'arrière.
Bon, en tout cas, l'année dernière, on a vu le Milan-San Remo du siècle. Peut-être qu'on va avoir le deuxième Milan, la suite. Après, c'était le Milan-San Remo du siècle parce que ça changeait tellement d'habitude que c'était incroyable. Et maintenant, tous les ans, on se retrouve avec ça. Ouais. Ouais, là, ça n'aura pas vraiment la même saveur. Encore plus si l'autre, il est en solitaire. S'il est en solitaire au sommet de la Cipressa, ça ne sera pas le coup du siècle. Hein. Non. Laissez-le gagner, il ne reviendra plus. Laissez-le gagner. Non, mais en vrai, juste laissez-lui. Je suis même pas sûr. Hein. Mais non, mais c'est bon. Il est capable d'en vouloir 2. Non, mais ça, c'est bon. Oui, parce que pour faire comme Merckx, il en faudrait 7, mais on n'a pas fini à ce niveau-là. Non, mais c'est même pas histoire de faire pour Merckx. C'est que lui, en fait, il s'amuse. Il s'amuse justement à trouver du plaisir quand c'est difficile. Les autres courses, il se fait chier. Frère, c'est celle qui lui résiste le plus, celle où il a limite le plus d'enjeux. Je vois même pas pourquoi il arrêterait en fait. Une fois qu'il l'a, il va s'amuser autant que possible. Ouais, moi je pense qu'il faudrait qu'il soit altruiste et qu'il pense un peu aux autres. Oui, moi aussi je le pense. S'il était vraiment altruiste, il prendrait sa retraite immédiatement. Non. Laissez-lui Milan-San Remo, Roubaix, la Vuelta, et après il s'en va et on reviendra à un vélo relativement normal. Après, s'il la gagne cette année, l'an prochain, il peut jouer aussi avec Isaac Del Toro comme option tactique. Hein. Alors, un monument, c'est un monument. Honnêtement, oui. Il l'a déjà pas fait sur l'Estrade Bianche. Même s'il l'a pas fait sur l'Estrade Bianche, je pense malgré tout que le plan était pas. Tu reprends son interview avant la course, il n'aura pas le même discours avant Milan-San Remo. C'est-à-dire que l'Estrade, c'était peu importe, hein, du moment que c'est quelqu'un de l'équipe qui gagne. Là, je peux te dire que samedi matin, il va pas dire pareil. Sur l'Estrade, il s'en fout. Pas parce qu'il s'en fout de la course, hein, je pense qu'il l'aime beaucoup. Non, mais parce qu'il sait qu'il allait la gagner de toute façon. Mais il savait qu'il allait la gagner. Oui. Pas de problème, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire, je pense que je vais laisser un tel attaquer, puis après je vais revenir en tricycle. Mais il en a rien à branler. Il peut pas faire le malin sur Milan-San Remo parce qu'il n'a jamais gagné et c'est même pas sûr qu'il la gagne. Donc c'est pas, il fera pas le malin. Ok, parfait les amis. Écoutez, je crois qu'on s'est fait un beau podcast. Thibaut, t'as pas du tout regardé pour la Breden Classic ? Pas du tout. Non, moi non plus. On m'a demandé avant là sur le podcast si on allait faire un truc sur la Breden Classic. On peut pas être de tous les fronts. Voilà, c'est pas parce que l'ANJ a rajouté des courses en plus qu'on va tout analyser, suranalyser. Voilà. Non, mais par contre, on t'a posé une question. Ah, vas-y, dis-moi Thibaut. T'as pas dit de faire une petite propagande sur l'autre Milan-San Remo féminin? Ah oui. Ah bah allons-y Thibaut. Alors là c'est toi, mais je vais le regarder. Alors ça a lieu quand le Milan-San Remo féminin? C'est pas le même jour? Si, mais je veux dire, c'est quoi? Elles sont en avance, elles sont après? Comment ça se passe? Elles sont devant. J'ai pas regardé les horaires. Ça doit être en parallèle, mais ça doit être juste avant. Ok. Je vais te dire ça. Pour moi, c'est juste avant. Ouais, c'est le même jour, en tout cas, ça c'est sûr. Et l'horaire, je l'ai. Mais je saurais pas te dire combien de temps avant. Elles partent une demi-heure après, j'ai l'impression. Départ à 10h40, et je crois que chez les hommes, c'est 10h10 le départ. Ok. Je vérifie. Elles ont un parcours de... Mais tu fais bien de me le dire, Thibaut. On va terminer le podcast avec ça. Et tu as entièrement raison. On est sur... elles sont sur 156 km. Je crois d'ailleurs que... Oui, elles commencent de Gênes, en fait. Elles font toute la côte Ligure. D'ailleurs, je crois que les courses féminines sont limitées à 180 bornes, il me semble, c'est ça? J'ai pas le règlement en fait. 160, je crois, un truc dans le genre. 160 sur... Il y avait un débat d'ailleurs là-dessus d'augmenter la distance, mais on en avait parlé, si tu te rappelles. Alors mais d'abord pas dans le coup tordu. Ah ouais? Avec une féminine quand même. Ah ouais, avec Clémence, avec Clémence Latini. Oui, on en avait parlé. Elle avait dit avant de commencer quand même à augmenter la distance, il faut quand même augmenter le niveau un peu plus global, après augmenter les distances et ensuite augmenter les durées. On parlait des jours de course avec Clémence. Oui, mais justement, elle était partie justement sur les. On avait fait une petite partie sur la durée où justement ça pouvait augmenter en termes de difficulté, mais aussi il fallait augmenter le niveau un peu plus global qui avait déjà bien augmenté, mais qu'il fallait continuer dans cette progression. Alors.
Elles y sont pas, ma petite entreprise, voilà, pas de ma petite entreprise sur cette course. Alors après, moi, je pense quand même que il y a quand même un problème il y a quand même un problème mécanique pour les féminines. Bah, c'est que le vélo, faut quand même boire beaucoup. Et chez les hommes, il y a quand même un truc qui est assez pratique, c'est la pause pipi. Et pour les femmes, moi je me mets à leur place. Je pense que la durée on pourra pas physiquement, hein, pas physiquement, mais juste sur ce problème mécanique, à mon avis, ça sera compliqué de. Je pense que si sur des courses de 200 bornes chez les hommes, à un moment donné, tu as des pauses pipi, c'est qu'en fait, quand tu fais du sport d'endurance, il faut boire énormément, quoi. Donc, c'est pas comme un marathon où tu vas avoir des cabines sur le côté, quoi. Ou alors, il faut s'organiser autrement. Ça peut être aussi une organisation à voir, avec des points prévus. Pourquoi pas. Et donc Thibaut, sur ce Milan-San Remo féminin, qui tu vois Ah bah sans surprise, Lorena Bibas. Ok. Ah non mais il y aurait vent de dos, on essaierait de. Mais là je pense que même le vent de face chez les femmes ça peut être un peu plus bloquant que chez les hommes. Il n'y a pas non plus des grands des très grandes différences avec des grottes absolues. Quand même, il y a quand même des femmes qui sont très fortes et qui sont au-dessus du lot, mais le niveau en haut a tendance quand même à se resserrer un peu plus. Et puis la Lorena Vibes, après, pour la lâcher dans le podio, faut le faire. Et pour la battre après, c'est fini. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas perdu un sprint ? Longtemps. C'est monstrueux. On prend son pro. Longtemps, parce qu'elle en a pas perdu cette année. Elle en a pas perdu l'année dernière. Donc, je te laisse remonter. Je vais pas faire semblant, je vais pas faire l'affront aux vrais suiveurs et je vais m'abstenir de donner un avis. Je suis pas assez le cyclisme féminin pour avoir une opinion intéressante. Non, mais voilà. Je commence à m'y mettre un petit peu, mais ouais, effectivement, je vais aller dans ton sens, Lorena Bibas. Alors après, je sais que les francophones de l'étranger peuvent jouer éventuellement dessus, mais il y a quand même quelqu'un, je crois que c'est Martos, hein, qui soulignait ça sur Twitter, il me semble, sur X. C'est vrai que en cyclisme féminin, en matière de paris en France, il y a absolument rien à part le Tour de France et à part le championnat du monde. Et il y a peut-être aussi, messieurs et mesdames de l'ANJ, il y a peut-être aussi un petit problème à ce niveau-là. Voilà, ça serait bien d'avoir des monuments, de rééquilibrer un petit peu certaines courses et d'avoir quelques petites choses, voilà, à croquer, en tout cas en matière de cyclisme féminin. Ok Thibaut, on note pour Lorena Bibas la victoire sur Milan-San Remo. Et écoutez, merci à tous les deux pour ce coup tordu. Avec un petit podium de Kat Ferguson. Ah, très très bien. Écoute, on note également tout ça, mon Thibaut. Merci Enzo. Merci à toi, toujours un plaisir d'être avec vous deux pour parler de vélo. Donc, on se retrouve dans 6 mois si tout se passe bien. Arrête tes conneries Enzo. On se retrouve très très vite. La suite du programme Tour de Catalogne la semaine prochaine. Yes. Et on se retrouvera pour le Tour de Catalogne. Et voilà, donc Thibaut Champ sur X, sur Twitter, ton site Going Full Gas, Enzo Analyste Phoenix, ton site The Big Gear, et le coup tordu, la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux. Allez, ciao les amis. Ciao. Et comme hier, en terminant l'épisode, j'ai complètement oublié de faire le tirage au sort Side Limit que je vous avais promis. Coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Je vais vous offrir une carte, une reward de ma galerie. Qu'est-ce que je vais vous offrir ? Je vais aller faire un petit tour dans la galerie Side Limit. Tiens, je vais vous offrir un petit coureur. Petit coureur autrichien, voilà, de ma galerie. Attendez, il faut que je le retrouve, ce petit coureur autrichien que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Tac, l'ami Valentin Porchareur, voilà, sa carte 2026. Voilà, petit espoir. Il a 19 ans. Je vais lancer la roue pour vous offrir cette carte. Hop, allez, c'est parti. La roue qui est lancée. Je fais l'enregistrement, la capture d'écran pour vous la montrer sur les réseaux sociaux. Hop, allez, ça tourne dans tous les sens.
Victoire de Thibaut de Martigny. Voilà, Thibaut de Martigny qui repart avec la carte bleue de Valentin Poch-Charrer. Voilà, sur Side Limit. Voilà, on refera d'autres tirages au sort la semaine prochaine sur le Tour de Catalogne. Coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Allez, ciao les amis.